tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial interview, nous allons faire la connaissance de l'autrice Morgane Pajot qui a publié plusieurs nouvelles, dont voici la liste ci-dessous. Alors, une nouvelle qui s'appelle Le Red Coyote, publiée par Livresse Éditions dans le recueil Nouvelles de l'Ouest, Crépuscule, qui est un recueil qui a gagné le prix Masterton 2024, rien que ça. La nouvelle Itinérance dans le recueil Rendez-vous avec la nuit. La nouvelle Pour un châle dans le recueil 1001 souvenirs. Et son roman de fantaisie en attente de publication, La quintessence du souffle, lauréat des murmures littéraires en 2022. Bonsoir Morgane et bienvenue sur ce podcast. Bonsoir. Merci beaucoup de me recevoir. Merci d'avoir accepté. Comment ça va ? Ça va bien. Je suis très contente d'être là et j'ai hâte qu'on discute toutes les deux. Eh bien alors, c'est parti, on commence. Alors, pour commencer, justement, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, quel parcours tu as eu pour arriver jusqu'ici, par exemple ? Donc, comme tu l'as si bien dit, je m'appelle Morgane Pajot. J'ai un âge dans ma tête qui diffère de mon âge physique. Comme tout le monde, je crois. Exactement. Et en plus, plus l'âge physique avance, plus l'âge dans la tête, il y a une grosse différence qui se crée. D'accord. Je vis au Luxembourg depuis très très longtemps maintenant. J'ai une famille, j'ai un travail de bureau à temps complet, je suis community manager du Discord de l'ICAR pour la formation auto-éditée. Et en plus de tout ça, j'écris. Dès que j'ai le temps. J'imagine avec tout ton programme, effectivement. Et c'est quoi ton parcours du coup pour arriver jusqu'ici ? Alors mon parcours, il est très très divers et je trouve qu'il me ressemble beaucoup. Donc j'ai passé un bac scientifique. D'accord. Pour faire une fac d'histoire, ce qui est très logique. Tout à fait. J'ai terminé par une licence en histoire ancienne. Et après, je suis partie une année en échange universitaire au Japon, à Kanazawa, très précisément, parce que j'avais vraiment beaucoup envie de découvrir ce magnifique pays. Et que c'était un peu une excuse pour y partir. Oui, je vais faire des études pour apprendre l'anglais et le japonais. Donc voilà. Et donc maintenant, je travaille dans le domaine de la finance, ce qui n'a strictement rien à voir avec tout ça. Effectivement. Et voilà. Et donc, je me suis mise à l'écriture assez tard, comparé à beaucoup d'auteurs. C'était un peu plus de 10 ans maintenant. Et ce qui est très marrant, c'est que moi qui adorais pendant des années, pendant toute mon adolescence, des sagas vraiment très longues, je disais souvent, moi en dessous de 1000 pages, ça m'intéresse pas, tout ça. Ok. Et maintenant, j'écris principalement des nouvelles. Voilà. C'est effectivement. tout en contradiction. Entre lire 1000 pages et écrire 1000 pages, je pense que c'est pas tout à fait le même travail non plus. Exactement, c'est pas du tout la même chose. D'accord. Et tu te souviens, comment tu t'inspires en tant qu'autrice quand tu réfléchis à tes nouvelles, comment tu réfléchis à ton univers ? Alors en fait, comme je te disais, donc j'ai un parcours très hétéroclite, j'ai beaucoup de passion dans beaucoup de domaines différents. Par exemple, quand j'étais à la fac, je passais mon temps au cinéma et j'ai pu voir énormément de films de tous les pays du monde et beaucoup asiatiques notamment, et japonais, évidemment. Et donc on va dire que mes inspirations, c'est tout mon parcours de vie. Et tant dans la littérature, les mangas, j'ai une énorme collection de mangas, le cinéma donc, et même si ces dernières années le cinéma c'est un peu compliqué parce que j'ai plus trop le temps et la disponibilité, et avec un enfant c'est toujours un peu plus compliqué. Tout à fait, faut le faire regarder. Exactement. Et puis je pense qu'elle n'est pas encore prête pour les films d'auteurs japonais. À mon avis, c'est pas trop. Pas pour tout de suite. Effectivement, c'est peut-être un petit peu tôt.
Exactement. Et donc voilà, il y a la cuisine aussi qui est quelque chose de très important pour moi parce que j'adore manger. Donc voilà, je dirais que mes inspirations, c'est toutes les choses que j'aime ou que je n'aime pas aussi. Oui, par ça exemple, peut quand il y a des caractères chez les êtres humains qu'on n'aime pas, on aime bien les mettre dans nos personnages. Tout à fait. Pour pouvoir leur faire subir des choses. Ce côté cathartique est très intéressant. Oui, ça c'est le schème typique de l'auteur sadique. Voilà. Donc voilà, c'est très difficile à définir en fait comme question d'où ça vient. Je pense que c'est notre parcours et notre vie qui nous amène à écrire sur des sujets divers, quoi. D'accord. Et du coup, donc, tu nous disais que tu aimais bien lire des romans de 1000 pages, mais que ta spécialité, c'était les nouvelles. Qu'est-ce que ça change par rapport à l'écriture d'un roman, d'écrire une nouvelle ? Alors, c'est à la fois très similaire et très différent. C'est très différent, bien sûr, sur la structure, parce que la structure d'une nouvelle est beaucoup plus... pas plus simple, mais doit être beaucoup plus percutante. Dans un roman, on peut avoir une phrase, un paragraphe, 3 pages moins utiles. Dans une nouvelle, j'aime beaucoup citer Maupassant. Alors, c'est pas la citation exacte, parce que malheureusement, je l'ai perdue, je la retrouve pas. D'accord. Mais en gros, j'avais lu une citation de lui qui disait que chaque mot dans une nouvelle devait être important, capital. Et donc, en fait, pourquoi j'écris des nouvelles, c'est parce que je me suis aperçue, après des années de pratique, que je ne suis pas du tout une autrice prolixe. D'accord. Je suis dans la concision. Et donc, je passe, par exemple, toutes mes corrections à ajouter des mots, à ajouter des informations que je n'ai pas mis. Donc, en général, je fais un squelette de mes textes, de mes nouvelles, et après, je brode autour pour rajouter tout ce qui manque, parce que mes bêtas, ils vont me dire, ah bah oui, mais là, t'as pas parlé de ça, là, c'est pas très clair, donc je rajoute pour qu'on comprenne. D'accord. Mon roman de fantasy maritime, je suis partie d'un squelette qui faisait 20 000 mots, vraiment, que j'ai écrit en un mois, qui a été un de mes records personnels d'écriture. Parce que j'avais toute la trame qui s'est faite très très rapidement dans ma tête et j'avais besoin de l'écrire pour la matérialiser. Et là, pour dire, je suis à quasiment 70 000 mots. Donc, j'ai rajouté 50 000 mots sur ma trame de base, quoi. Donc, c'est vraiment... Effectivement, tu es très concise à la base. Exactement. Donc, j'ai besoin de cette concision, plus que le plan, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, que j'ai besoin de faire cette concision. Et donc, dans mes nouvelles, c'est souvent ça. J'écris... Bon, alors, je m'améliore de plus en plus. Je fais des squelettes de plus en plus étoffés. Mais voilà, je fais un squelette et je l'envoie en plusieurs bêtas consécutives, toujours. J'aime pas faire de bêta en même temps. Et j'améliore et je vois au fur et à mesure. D'accord. Donc voilà. Donc tu nous parlais de ton roman maritime. Oui. C'est bien La quintessence du souffle, du coup ? C'est bien ça, oui. D'accord. C'est bien exactement qui a été lauréat des Murmures littéraires en 2022. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que les Murmures littéraires et ce que ça fait d'être lauréate pour eux, s'il te plaît ? Alors, les Murmures littéraires, c'est un concours annuel. Là, ils viennent de finir les présélections de 6e concours, là, ces derniers jours. Donc, le principe, c'est vous envoyer un manuscrit qui ne doit pas être publié. Sous quelque forme que ce soit. Donc c'est vraiment l'idée d'un manuscrit. Si par exemple vous l'avez mis en auto-édition pour le vendre à votre famille, ça marche pas là parce que le roman a été publié. D'accord. Donc c'est vraiment un manuscrit qui est envoyé. Exactement. D'accord. Donc il est envoyé au concours. Les juges, donc vous devez faire un synopsis et plein de choses. Il y a des règles qui doivent être respectées. Il est étudié, donc cette année, il y en avait plus de 500 qui l'ont reçu. Wow. Et donc, il y en a 200, un peu plus de 208, je crois, qui ont passé cette présélection. Donc, il y a eu un gros tri. écrémage. Voilà. 30%, c'est pour des erreurs de règlement. Donc, de mise en page et ce genre de choses. Donc, c'est juste pour dire que c'est très important de respecter les consignes. Les consignes. Voilà, exactement, merci. Et donc, une fois que vous avez passé cette présélection, c'est là que ça devient très intéressant. C'est que vous avez 3
3 juges maintenant, je crois, qui vont lire la moitié de votre roman et qui vont vous rendre des fiches avec ses points forts, ses points faibles, plein d'informations dessus. D'accord. Et donc ça va faire office de bêta lecture. Donc c'est extrêmement intéressant parce qu'on a un retour sur notre livre par des juges anonymes qui ne nous connaissent pas parce que c'est une des règles du concours, c'est qu'ils soient anonymes. L'anonymat. Et donc c'est super parce que on est très seul en écriture, et avoir des retours sans aucun lien, ça permet de se faire une vraie idée de ton texte, de ce qui plaît, de ce qui plaît pas, de ce qui va passer. Donc ça permet de grandir en tant qu'écrivain. Et donc une fois qu'on arrive à la fin de cette première étape, ils font une deuxième sélection. Donc moi je sais qu'on était 70 et l'année dernière ils étaient à peu près 70 textes qui avaient été gardés pour la deuxième étape. Et là vous avez encore 3 juges qui vont encore à nouveau lire tout votre roman cette fois. Vous rendez aussi des fiches très complètes sur lui, avec les axes d'amélioration, s'il y a des trucs très bien, des trucs moins bien. Sur le style aussi, ça prend en compte le style et plein de paramètres. Enfin, les fiches ont changé depuis mon époque, donc du coup, j'ai pas vu les dernières, donc je pourrais pas dire comment elles se composent en place. Voilà. Et donc du coup, une fois que vous êtes à cette deuxième étape, il y a une partie des textes qui vont être lauréats. Donc mon année, on était à 75, je crois. Il y a eu 26 lauréats, quelque chose comme ça. D'accord, pas mal. Donc sur plus de 400 textes reçus, quand même. Ça représentait, oui. Donc ça représentait 9% des textes de fantasy parce qu'on était 100 textes de fantasy et je crois qu'on a été 9 lauréats de mémoire. Où il y avait notamment des magnifiques textes cette année-là, comme La Voix de la Vengeance de Sacha Morage. On a été lauréates ensemble. Voilà. Et donc c'est quelque chose d'extraordinaire en fait d'être lauréate des Murmures, parce que déjà moi c'est arrivé à un moment compliqué parce que je faisais des soumissions et tout le monde sait qu'on n'a pas de retour dans les soumissions. De temps en temps on a un mail pour nous dire que on n'est pas pris mais on sait pas ce qui pêche. Tout à fait. Donc c'est très dur, mentalement c'est un marathon, l'écriture pour se faire publier, donc j'imagine on est trop nombreux. Voilà, et puis il y a tellement peu d'élus que c'est très très compliqué. Donc moi c'est vraiment arrivé à un moment où j'étais un peu au fond du trou, et donc ça m'a permis aussi d'avoir un sentiment de légitimité, parce que voilà, on gagne quand même un concours, on était on est peu d'élus au final, et il est passé quoi. Donc c'était un très grand moment. J'ai sauté partout dans ma tête pendant quelques jours. J'étais intenable. En plus, on a une remise des prix qui est super chouette. Ouais, donc on obtient un diplôme. Enfin bref, ça a été un une moment belle très expérience. fort. Exactement. Et je leur en suis extrêmement reconnaissant, et je ne peux que conseiller à tout le monde d'essayer de participer, parce que même si on n'est pas forcément lauréat, si on arrive à être présélectionné, on peut avoir des retours sur son texte, quoi. Et ça, c'est fou. Et si on n'a pas de texte, et si on aimait lire des textes, ils ont toute une partie pour recruter des juges. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que, suivant le nombre de juges, c'est en fonction de leur capacité de lecture qu'ils vont prendre le nombre de textes en présélection. On peut s'inscrire via leur site pour devenir juge. On passe un petit concours, et je trouve que c'est aussi très formateur pour les gens qui écrivent ou pas, de voir des textes, de comprendre ce qui est bien, ce qui est pas bien, et ça nous permet aussi d'avancer, quoi. Tout à fait. Ça fait moi la bêta lecture, donc là je parle vraiment pour les personnes qui écrivent, la bêta lecture, c'est de relire un texte qui n'est pas encore finalisé et de proposer des axes d'amélioration et ce genre de choses, ou de dire ce qui ne va pas. C'est un travail vraiment très très important en tant qu'écrivain, et ça nous permet d'avancer, tant celui qui l'a fait que celui qui la reçoit. D'accord.
Et donc pour toi, dans ton métier d'autrice, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus en toi, pour toi, pour ton écriture, avec les retours qu'on t'a fait? Ça m'a permis de voir que j'étais pas si nulle que je le pensais. Voilà. Légitimité. Ça a un peu aidé à vaincre mon syndrome de l'imposteur. D'accord. Bon, c'est plutôt positif. Et maintenant, si on revient... Oui. Il revient souvent. Excuse-moi, mais il revient très très souvent. Oui, t'inquiète, je le connais très bien. Je suis habituée à sa présence très régulière dans mon écriture. T'inquiète, je sais qui il est. On est un peu masochiste, je crois, en tant qu'écrivain. Ah ça. Et maintenant, si on revenait à tes débuts, est-ce que tu te souviens du premier texte que tu as écrit? Parfaitement. Ok. Il était à peu près 5h du matin. J'étais dans mon lit. Et suite à un rêve, j'ai une idée vraiment qui était venue, qui est prégnante. Donc, j'ai allumé la lumière de mon téléphone. J'ai pris j'ai écrit sur mon téléphone. En fait, j'ai pris dans les notes. J'ai tout noté, toutes ces idées-là. Et après, mon cerveau, il a tourné dessus pendant à peu près 3 ans, ce qui a donné un cycle de plusieurs tomes. C'était une nuit de septembre 2014, pour être vraiment très précise. D'accord. Et j'ai énormément travaillé dessus, j'ai beaucoup appris. J'ai fait beaucoup d'erreurs, et je le vois maintenant. Donc je sais que le jour où je vais m'y remettre, j'ai un travail de dingue dessus. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai mis en pause, parce que depuis quelques temps maintenant, parce que j'ai besoin de m'améliorer dans plein de domaines pour lui donner toute l'envergure dont cette saga, ce cycle a besoin, quoi. Et pour l'instant, j'ai ni le temps, ni toutes les ressources nécessaires, je pense, pour le mener à bien. Donc, je le laisse un petit peu de côté. Mais je compte le reprendre très bientôt. D'accord. Et le premier texte que tu as publié, que tu as fait connaître aux autres? Alors, c'était aussi très particulier, en fait, parce que c'était dans le recueil 1001 souvenirs, c'est ma nouvelle Pour un châle. D'accord. Donc déjà, c'est la deuxième nouvelle que j'ai écrite. Donc j'étais assez jeune et je pense que ça se ressent dans la nouvelle. D'accord. Et donc le recueil 1001 souvenirs, c'est un recueil qui est disponible gratuitement en auto-édition. Et qui a été publié en auto-édition et qui est gratuit donc sur les principales plateformes. Et on l'a co-dirigé avec mon amie autrice Sarah Fay. D'accord. Et donc cette première publication, en plus d'être une première publication, une nouvelle, c'est avec Sarah qu'on a porté le projet pendant plus de 9 mois, qu'on a travaillé dessus. Pour être un peu plus précise, comme je sais que certains de tes auditeurs connaissent, c'est le premier recueil entre toutes les promos de l'ICAR, donc de l'Institut des carrières littéraires. On était 29 auteurs. D'accord. En tout. Donc c'était un énorme projet vraiment. J'ai beaucoup appris. Ce fut assez éprouvant. J'imagine, parce qu'on a vraiment essuyé les plâtres. Et tant pour moi que pour ceux qui ont dû me supporter. Parce que je suis un petit peu... je suis très exigeante avec moi-même et je le suis aussi avec les autres. Et donc, moi, mon devoir sur le recueil, c'était de faire respecter les deadlines. Donc, Sarah, elle m'a dit, faut que tu fasses... Elle a fait le rétro-planning, elle m'a dit, tu fais respecter ça. Donc, j'ai fait respecter ça. Donc c'était un gros travail et j'ai fait aussi toute la partie, donc comme je disais, bêta lecture de toutes les nouvelles parce qu'on avait besoin d'avoir une vision complète de ce qu'on allait publier. Et donc ça m'a pris énormément de temps. Donc quand il a été publié, ce recueil, c'était un double sentiment parce qu'il y avait le côté chef de projet en moi qui était content, on le publiait, il sortait, il était enfin là, et puis il y avait l'autrice en moi qui sautait aussi partout parce que c'était mon premier texte vraiment que tu partageais avec les autres. Exactement, à disposition, et en plus à disposition de manière gratuite.
Et là, on en est. Je suis contente parce que nos 1001 souvenirs sont passés depuis quelques temps maintenant, plus de 1000 téléchargements. Je sais pas combien on en a là. Ah ouais, bien. 1200, donc en 2 ans, je trouve que c'est vraiment chouette. Pas mal, ouais, je on est confirme. très très heureux. Il faudrait que je demande, tiens, à mes collègues Polaris, combien on a été lus. On peut toujours rêver, hein. Nous on est publié depuis peu, mais bon, c'est vrai que ça doit faire plaisir de voir qu'en fait la nouvelle trouve son public, ou les nouvelles trouvent leur public, et qu'il y a des gens que ça intéresse vraiment en fait. Bah surtout que c'est quelque chose de... C'est une niche, hein, la nouvelle. Hein. Donc c'est assez compliqué... comment dire, à le vendre. Je le vois beaucoup. Oui, on est à un peu plus de... On a plus de 1200 téléchargements maintenant, tu vois, donc... C'est bien. Ouais, téléchargement, ça veut pas dire que les gens ont lu. Hein. Oui, mais c'est déjà, ça veut dire que c'est dans la bibliothèque de quelqu'un. Voilà. Sur sa Kindle ou sa Kobo, mais au moins c'est sur sa liseuse. Je comprends. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et du coup, quand tu commences une nouvelle ou un texte, est-ce que tu as des habitudes d'autrice pour passer à ta séance d'écriture ? Tu vois, pour te mettre dans l'ambiance. Eh bien, strictement aucune habitude. Ok, cool. Donc, en fait, c'est pour une raison très simple. C'est déjà, je suis dans un petit appartement, donc souvent, 90% du temps quand j'écris, je suis dans mon lit, parce que je me mets dans ma chambre tranquille. Donc dans mon lit, j'ai pas, j'ai mon ordinateur, j'ai un plateau pour qu'il se chauffe pas trop. Et voilà, et donc ça c'est la première raison, j'ai pas vraiment d'endroit dédié. Et quand je sais que je vais faire une longue séance d'écriture, ce qui m'arrive pas souvent maintenant, beaucoup moins qu'avant, là je vais me mettre sur la table histoire de me dire on va pas se défoncer le dos. Oui. Mais donc ça c'est la première raison, donc j'ai pas vraiment d'endroit à moi. Et la seconde, c'est que en fait j'ai pas le temps. J'ai tellement de choses dans ma vie à faire que quand j'écris, je dis maintenant faut que j'écrive. Et c'est pas, il n'y a pas de tergiversation. Je me mets à faire ce que je dois. Donc ça c'est peut maintenant écrire, jamais. mais ça peut être ça peut être de la bêta, ça peut être de l'organisation. Bon, j'ai plus de gros projets en ce moment, mais ça peut être ça peut être écrire ma newsletter, ça peut être 1250 000 trucs différents que je dois faire en plus de l'écriture. D'accord. Voilà. Par contre, j'ai juste une habitude d'écriture que j'ai pris. Donc, mais ça c'est pas vraiment pour ma séance d'écriture, mais donc moi je suis adepte du bullet journal. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un agenda qu'on fait soi-même en gros pour simplifier. Et donc tous les mois quand je fais mon planning du mois, je me réserve une page que j'appelle écriture et je vais noter toutes les séances que je vais faire de plus ou moins proches avec l'écriture. Donc par exemple, on travaille pour le Discord auto-édité, je vais le mettre dedans, ou quand je faisais le recueil, je mettais dedans. Et ça me permet, moi, de suivre vraiment que, même si j'ai pas produit un texte sur le mois, si j'ai fait de la bêta, si j'ai fait de la correction, comme je corrige énormément, ça permet de suivre et de voir ce que j'ai fait chaque mois, en fait. D'accord. Et de me dire, oui, tu n'écris pas forcément 1 million de mots par an, mais je fais d'autres choses qui m'aident à avancer dans tes projets. Dans mes projets et dans mon but de m'améliorer en tant qu'autrice, quoi. Je note les formations que je suis et ce genre de choses aussi, tu vois. Voilà. Non, c'est bien ça pour suivre ces séances. Moi, j'utilise le tableau Licard. Voilà. Il nous avait fait, tu sais, un tableau avec le comptage de mots et puis tu mettais ta date, le nombre de mots que t'étais avant ta séance, après ta séance, que t'avais réussi à faire pendant ta séance. Ça revient un peu au même, en fait. Ça te permet de savoir, parce que moi, je mettais aussi tous les exercices que j'ai pu faire. Par exemple, là, je suis sur un roman de fantasy et j'essaye de créer un vrai antagoniste, tu vois, un vrai méchant, parce que je sais pas faire ça. Je suis pas très douée pour les gens méchants. Et donc, du coup, là, je m'étais inscrite à la formation de Cécile Duquesne pour bien travailler son antagoniste en gamme d'écriture. Et du coup, je notais dedans les séances que je faisais pour les exercices, parce qu'en fait, elle demande entre 500 et 1000 mots par exercice d'écriture.
Donc je considérais que c'était des mots que j'écrivais pour mon texte et que donc du coup ils méritaient d'avoir leur place dans mon tableau de comptage de mots parce que c'est des paragraphes que j'ai écrits dans l'idée d'avancer dans mon roman de fantasy et donc du coup qui font partie de mon roman de fantasy. Tu vois ce que je veux dire? Même si les scènes, je les retravaillerai après et je verrai comment je vais les insérer, mais au moins, comme ça, tu vois, je note mes petits mots, même mes exercices d'écriture, en fait, font partie des séances. Mais t'as 100% raison, 100% raison. Et puis même si tu les réutilises pas exactement de cette manière-là, tu pourras peut-être les réutiliser dans le background ou des choses comme ça, quoi. Donc, non, mais t'as raison, 100%. Ça fait partie, de ce que moi je considère comme l'écriture de mon roman. Donc, le tableau Licard est vachement utile pour ça. Alors, je sais que tu as fait beaucoup de salons. Je t'ai même croisée, mais j'ai pas osé venir te dire bonjour au salon de l'Étrange Grande. J'avais pas pris mon courage à deux mains. Oui, je sais. Je vais te disputer. En plus, Licard, je sais. Ça me fait toujours énormément plaisir. Non, là, je veux pas te disputer parce que voilà, je suis dans ton podcast et ça serait un petit peu mal poli, mais voilà. Mais je sais, j'aurais dû. Je suis très triste, très triste. Au moins, je connais ta robe rouge. Je l'ai vue en vrai. La fameuse. Ah, les robes rouges. Non, mais... petite anecdote là-dessus, une fois je suis arrivée en salon, bon j'en ai pas fait tant que ça, mais j'en ai fait quelques-uns. Je suis arrivée en salon un jour et j'avais une robe noire et mon éditrice et une autre autrice de la maison ont été perturbées. Donc depuis j'ai compris, c'est bon, je suis obligée d'être en rouge, mais bon ça me dérange pas, c'est une de mes couleurs fétiches. Et beaucoup de gens maintenant me connaissent, s'attendent à ce que j'aime ma robe en fait, plutôt. Tout à fait. Voilà. J'étais ravie de voir que tu la portais bien lors du salon en septembre. Tout à fait. Alors pour info, j'en ai 4 ou 5 des robes rouges. Elles changent. Oui, je me doute. Mais certaines ont un peu le même style, donc on peut penser que c'est la même en fait. Et donc du coup, ton premier salon, tes premières dédicaces, comment tu les as vécues? Qu'est-ce que ça t'a fait en tant qu'autrice? Alors, encore une fois, je vais revenir à notre ami, le syndrome de l'imposteur, mais les salons, et notamment le premier, ça fait du bien. En plus, c'était Étrange Grande. Hein, d'accord. Pour le coup. C'était vraiment mon premier salon, donc Étrange Grande a vraiment sa place. Une place particulière dans mon cœur. J'imagine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un salon à la frontière luxembourgeoise, dans la ville d'Étanges. Grange, vraiment la frontière, au-dessus de Thionville, au-dessus de Metz et au-dessus de Nancy, pour vraiment que les gens se situent. Pas loin du Luxembourg aussi, parce que nous on est allés se balader au Luxembourg un petit peu. Du coup, on en a profité. Oui, j'avais vu tes messages et des photos sur Insta. Oui, j'en avais profité. Très joli pays, le Luxembourg. Je conseille, venez vous balader au Luxembourg. Et donc voilà, donc déjà ce côté, on est autrice. Toi, j'ai encore, je bug un peu pour le dire. Et on est en salon alors que j'avais qu'une nouvelle et ça, c'était un truc de fou. Et pour l'anecdote sur le premier salon, j'ai attendu. Ce matin-là, il y avait beaucoup de familles en fait, et donc moi j'étais avec ma maison d'édition Livresse Édition pour ma nouvelle le Red Coyote, qui est dans une anthologie de nouvelle, donc produit de niche, dans le genre de l'horreur, deuxième produit de niche, effectivement, et sur le thème du western, troisième niche. Et ils vous ont bien compliqué la tâche. Voilà, et donc même si je sens qu'il y a une recrudescence de l'intérêt des nouvelles depuis quelques temps, enfin c'est juste mon avis personnel, le premier jour à Étrange Grande a été très dur, donc moi j'étais là, j'attendais depuis faire mes premières dédicaces, j'étais trop excitée pour ça. J'imagine, oui. Et en fait, ça n'arrivait pas, et genre à 15h, j'avais quasiment pas quitté le stand ni rien. En général, je quitte peu le stand quand je suis en salon, mais bon, ça m'arrive quand même.
Et donc je suis partie parce que donc à Étrange il y avait l'anthologie que j'ai achetée. Je suis partie la faire dédicacer dans le stand, mais vraiment en face de l'ivresse. Vraiment, cette année-là, il était en face. Et donc je sais pas, j'ai dû discuter 10-15 minutes à peine avec les gens et je suis revenue et là j'ai un de mes collègues auteurs qui me dit ah non, on en a vendu un mais le monsieur il était ultra apprécié donc il est parti, j'ai pas eu le temps de t'appeler. Mince. Et donc j'étais vraiment mal. J'étais oui, j'imagine. tellement déprimée. Et en fait, on en a vendu un juste après, mais j'ai fait ma première dédicace à 16h le premier jour, donc c'était à la fois génial, mais ça fut un peu long. Ah bah effectivement, après peut-être que la niche horreur western, ça a peut-être compliqué le choix. Ouais. C'est peut-être pas très évident. Mais bon, vous avez quand même gagné le prix Masterton, donc c'est que ce recueil a fait son effet. Ah oui, non, mais je suis très très fière de ma nouvelle et de ce recueil. Encore plus satisfaite d'être publiée chez Livresse Éditions, qui est une maison que j'apprécie énormément. Et qui m'a permis donc de faire beaucoup de salons. Et par exemple, le lendemain, ça allait beaucoup mieux parce que le lendemain, on avait un public beaucoup plus hétéroclite. Même le soir, déjà du samedi plutôt, on a commencé à vendre. Et le lendemain, on avait plein de gens qui étaient intéressés. Et donc là, c'était plus simple. Mais ça peut être, c'est génial, mais souvent on attend pour pas forcément vendre beaucoup ni dédicacer, mais on est là pour l'ambiance, on est là pour rencontrer d'autres auteurs, d'autres personnes du milieu, donc c'est vraiment un moment assez extraordinaire en fait. Ouais, donc moi j'aime beaucoup. T'as fait de belles rencontres du coup. Oui, très belle. À chaque fois, ça permet de recharger des batteries, de revoir des personnes qu'on apprécie, qu'on ne voit pas d'habitude, et de faire des rencontres, des découvertes, de parler à des gens du milieu, et ça, c'est un gros avantage. Pas dans tous les salons, mais ça dépend lesquels. Bon. Chaque salon a sa particularité et sa dynamique, en fait. J'imagine. Après, pour avoir été en tant que lectrice, j'ai beaucoup aimé ce salon. Et pendant 2 jours, slalomer entre les rayons pour regarder les livres et assister aux conférences, parce que du coup, c'était le premier étanche grand que je faisais. J'arrive pas à le dire, c'est trop compliqué leur nom. Mais bon, bref. Et c'était le thème de Sherlock Holmes. Oui. Et donc, comme moi j'ai écrit un cozy mystery fantastique et que je m'étais basée beaucoup sur la relation entre Sherlock Holmes, Watson et tout ça, c'est vrai que là j'ai pu assister aux conférences. J'étais contente aussi de pouvoir voir aussi cette partie d'analyse et d'étude de la littérature sur un thème en particulier. C'était plutôt sympa, puisqu'ils ont parlé aussi des polars, des romans policiers, tout ça. Je trouvais ça génial, moi. Ça a été vraiment une très belle expérience, mais c'est vrai que j'ai pas osé aller te dire bonjour. Je sais, c'est bête. Et en plus, j'étais pas la seule promo Lika, hein. J'étais avec mes camarades, mais on n'est pas venu te voir. C'est bête. Voilà. Je vais prendre ça comme le fait que je vous fais peur parce que j'ai tyrannisé des gens, je crois. Non, c'est pas ça. Je pense que c'est toujours délicat. À un moment ou un autre, d'aller rencontrer un auteur, même s'il est là pour ça, c'est vrai que je trouve ça délicat, moi, toujours. Mais bon. Alors, je dirais que, en fait, c'est toute une question d'équilibre, comme toujours dans la vie. Moi, ça me fait ultra plaisir quand je vois des gens qui viennent me voir, d'autant plus quand c'est des gens de l'ICAR, parce que bon, je suis quand même très... Enfin, je me suis toujours investie dans la communauté de Nika depuis très longtemps maintenant. Tout à fait, oui. Parce que moi, j'étais dans la 3e promo, donc c'était en 2020. Donc moi j'adore, j'ai pas de souci avec ça. Après c'est comme tout, quand tu vas voir un auteur quel qu'il soit, faut juste ne pas s'imposer en fait, parce que des fois en salon, et ça c'est un peu plus ennuyant, il y a des gens qui vont venir et qui vont parler, sauf que ils vont pas s'apercevoir qu'ils vont faire perdre des gens qui venaient pour être intéressés, et ce genre de choses. Mais c'est partout dans la vie, c'est comme quand on va dans un magasin où on parle avec le vendeur, faut pas s'imposer à lui s'il a quelqu'un d'autre qui arrive à qui il doit vendre son article en fait. Donc je pense que si c'est fait avec beaucoup d'intelligence et de délicatesse, voilà, de délicatesse, il y a aucun souci quoi. Après, voilà, si vous voyez que l'auteur, il y a 15 personnes autour de lui, forcément vous y allez pas, et puis vous retournez au moment où il y a personne. Enfin,
Tout à fait. Moi, je sais que c'est quelque chose que il y a certains auteurs, notamment au dernier Étrange, j'ai parlé 1 heure avec eux et tout le temps, je regardais, hop, il y avait personne derrière moi, donc je restais encore un petit peu et puis voilà. Bon, après je suis partie évidemment parce que je devais retourner à mon stade aussi, Oui, quand même. Mais voilà, il y a aucun souci tant que c'est fait avec sympathie, on sera toujours content. Et moi, d'autant plus de voir des gens de chez Licard. Hein. J'imagine. Bon, alors, des fois, j'ai du mal à faire le lien entre le pseudo, le nom d'auteur, le pseudo Discord, Instagram, le reste. Alors, des fois, j'ai un peu du mal. Hein. Ça, c'est des fois et puis en plus, je suis pas physionomiste pour dessus. Mais alors ça, c'est horrible en salon parce qu'il y a des gens qui viennent me voir. Je sais que je les connais, mais je ne sais pas d'où. Ah oui. Et donc, du coup, je me sens mal parce que je me dis. Lui me connaît et je le retrouve pas parce que mon cerveau il est pas très complaisant sur ce sujet et du coup j'ai beaucoup de mal. Je me suis fait encore avoir récemment dans un salon. Enfin c'était. J'ai pris quelqu'un pour quelqu'un d'autre et dans la conversation je me suis aperçue que non c'était pas la personne à laquelle je pensais. Bref, ça arrive, je pense. Voilà, non, mais moi je suis vraiment pas douée dans ce domaine de faire le lien entre les choses. Mais j'essaie de m'améliorer. T'inquiète, je comprends. Après, moi je sais que c'est le même pseudo partout. Comme ça, c'est mon nom de plume, c'est mon pseudo, c'est tout pareil. On peut pas me perdre, on peut pas me louper. Tu fais partie des meilleurs. Écoute, c'est plus facile parce qu'effectivement, des fois, tu te perds et tu sais plus à qui tu t'adresses parce que justement, ça change de pseudo et c'est pas toujours évident. Je comprends, tout à fait. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai mis Morgane partout parce que Morgane, c'est voilà, au moins il est partout. Le Morgane. Tout à fait. La base. J'imagine. Et donc là, est-ce que tu as un prochain salon qui est prévu prochainement, oui, prochain salon prochainement, tout à fait. Oui. Alors oui, mon prochain salon, ça sera les Imaginales, dont j'y serai le jeudi et le vendredi. Parce que les Imaginales, dans mon planning, c'est toujours au mauvais moment ces dernières années, donc c'est un peu compliqué pour moi. Donc je serai sur le jeudi et le vendredi. Je pense pas le samedi, mais peut-être, je sais pas, donc je verrai un peu plus tard, mais jeudi, vendredi sûr. Et sinon, j'espère pouvoir être à Étrange Grande aussi avec Livresse Édition, ouais, toujours. Normalement, je pense que ça devrait aller, qu'il n'y aura pas de soucis, mais rien n'est encore acté et officiel, donc je peux pas te projeter tout de suite. Je comprends. Le dire, voilà. Okay. Mais c'est mes deux salons. En prévision. Après, je verrai. Ok. Et est-ce que tu as des projets en cours en ce moment ? Alors, j'ai plein de projets. Déjà, en fait, j'ai toujours plein de projets. Hein. Voilà, parce que sinon, ça serait pas drôle. Hein. Tout à fait. Déjà, donc l'année dernière, ma nouvelle itinérance a été publiée dans le recueil Rendez-vous avec la nuit, qui est le second recueil qu'on a géré avec Sarah Fay, donc toujours avec des promotions de Licard. Donc cette fois-ci, il y en avait 11 et on était à 54 auteurs. D'accord. Ce fut un travail extrêmement enrichissant, mais de très 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 longue haleine. Ça m'a beaucoup pris de temps. Ça m'a aussi j'ai dû bêta toutes les nouvelles aussi, donc ça a été un gros travail. Donc j'adore bêta, c'était ultra enrichissant, j'adore ça, j'ai découvert de super textes. Mais ça fut très lourd et je sors aussi de 2 ans très compliqués dans mon vrai travail à côté où on a eu une migration informatique et ça m'a aussi lessivé. D'accord. Donc arrivé à la fin à la publication du recueil, je me suis reposée quand même parce qu'à ce qui paraît il faut de temps en temps. Un petit peu, oui. Et voilà. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que je me suis lancée dans ma 250 millième correction de mon roman de fantasy parce que j'ai pris une correction éditoriale parce que
Je sais qu'il a encore des faiblesses. Il avait encore des faiblesses, et notamment une grosse qu'on m'avait dit. Mais le problème, c'est que j'avais beau le savoir, je savais pas comment corriger. J'étais arrivée au bout du bout. Et donc, pour m'améliorer, j'ai pris une correction éditoriale pour qu'il passe, pour savoir où je devais rajouter des choses, en fait, et comprendre vraiment et progresser simplement. Donc, voilà, donc j'ai fait une très grosse correction encore sur ce roman-là, qui m'a pris beaucoup de temps, que j'ai terminé mi-janvier. D'accord, effectivement, c'est tout récent. Ouais, voilà. Et donc, du coup, j'en étais là, donc j'avais pas fait de nouveaux projets, parce que ça, c'est ce que j'ai fait en gros entre la fin du recueil et maintenant. Et donc là, mon but, c'est que j'ai des appels à texte qui me font beaucoup de l'œil. Donc c'est quand des maisons d'édition proposent de soumettre des nouvelles sur des thèmes particuliers. Donc je suis en train d'en faire. J'en ai écrit une, j'en ai une en tête, et je vais... il y a peut-être un ou deux autres appels à texte qui vont sortir ou qui sont sortis et qui m'intéressent. Donc ça, c'est mes projets de faire quelques nouvelles là. D'accord. Parce que j'adore faire des nouvelles au final. Et donc ça, c'est la partie nouvelle. J'espère me relancer dans un roman aussi cette année, mais je me repose quand même un petit peu. Hein. J'essaie de. Oui. Il faut à ce qu'il paraît. Il faut. Oui. Vraiment. Et donc voilà, donc pour le moment c'est ça, c'est écrire des nouvelles, et pour peut-être dire aux gens que voilà, j'ai des nouvelles publications. Donc j'espère fortement. Et après, je pense plus milieu d'année me lancer dans un roman. D'accord. J'ai le temps et surtout la capacité mentale, parce que c'est pas toujours le cas. D'où aussi l'importance de faire des pauses, de vider son esprit pour pouvoir mieux revenir après avec de plus belles idées, ou d'une meilleure créativité en tout cas. Exactement. D'accord. Et si nous passions à la catégorie conseil, si tu avais un conseil de lecture ou d'écriture, ou les deux, qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous ? Pour la lecture, je dirais Alors, conseil, on est pour des auteurs ou pour des lecteurs ? Pour des auteurs. C'est comme tu le sens, c'est comme tu veux. Je fais pas trop de différence sur mon profil entre ma partie auteur et ma partie lecteur. D'accord. Je dirais, en fait, de toute façon, je pense au niveau lecture, ça serait à peu près le même, c'est de lire tout ce qui vous fait envie, et parfois d'aller au-delà de ce qu'on aime et de ses habitudes, en fait, parce que on va pouvoir peut-être un jour découvrir un auteur ou un texte qui va nous transcender, alors qu'on pensait jamais que ce texte nous plairait, ou dans un genre, dans un style, dans ce qu'on veut. Donc en lecture, je dirais c'est très bien de lire ce qu'on aime, mais de temps en temps, c'est bien aussi d'aller au-delà pour étendre son champ des possibles, en fait. Donc ça, c'est mon conseil en lecture. Et en écriture, je dirais qu'il faut, en fait, apprendre à se connaître. Et pour ça, il faut se former. Tout à fait. Et de la manière qui nous convient en tant que personne, en fait. Parce que on est tous différents et on a tous des façons différentes de faire. Par exemple, le conseil le plus courant qu'on a en écriture, c'est on va écrire son premier jet et après on va retirer 20% de ce qu'on a écrit. C'est un des conseils les plus courants. Sauf que, comme je l'ai expliqué aujourd'hui, c'est pas du tout ce qui me concerne moi. Moi, je rajoute, en fait. Oui. Et donc ça, je l'ai appris à force d'écrire. Donc, premier conseil, il faut écrire. Et donc, le deuxième, c'est écrire et se confronter, si on souhaite publier, bien sûr. Si c'est juste pour soi, on s'en fiche. Mais si on souhaite publier, c'est se confronter aussi à la vie d'autrui. N'importe qui, pour se permettre de grandir et de s'améliorer. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on ne voit plus nos erreurs. Tout à fait.
Et donc, voilà, écrire et se former de la manière qui nous conviendra. Donc, il y a des personnes, ils ont besoin de faire ça seuls, d'aller dans le brut des informations, d'aller chercher vraiment à la source toutes les informations. D'autres personnes, ils ont besoin d'un professeur qui vont lui retransmettre d'une certaine façon. Certains en ont besoin d'un professeur, d'autres, ils ont besoin de plusieurs professeurs différents pour réussir à faire des connexions et comprendre vraiment comment avancer. Voilà. Et puis il y a des personnes comme moi qui sont des princesses et qui eux, ils ont juste besoin d'un truc all-in et qu'on lui dise bah voilà, il y a tout ça et d'avoir une vision globale. Et c'est pour ça en fait que j'aime tant l'ICAR et que ça m'a tant apporté, parce que c'est cette façon que voilà, je vais à un endroit, je sais que si j'ai une question, je reprends mon cours l'ICAR et je trouverai dedans une réponse. J'ai pas besoin d'aller fouiller partout sur internet pour avoir des informations. Et je parle beaucoup trop, comme vous l'avez remarqué. Non, t'inquiète, pas de souci, je comprends tout à fait. Je suis comme toi, j'ai totalement adhéré à l'ICAR parce qu'ils avaient plusieurs façons de nous enseigner l'écriture. Il y avait les podcasts déjà pour nous apprendre certaines choses, nous mettre dans le bain. Après, il y a tous les cours vidéo qu'on peut voir à n'importe quel moment. On se pose une question, on écrit un texte, on se dit « Ah, mais j'ai un doute, hop, tu vas regarder ta vidéo. » Et en même temps, tu as le suivi et le soutien avec des cours en direct, entre guillemets, où tu vois, tu peux poser tes questions, tu peux entendre la façon dont la personne va t'expliquer, puis une autre va t'expliquer d'une autre façon. Et en fait, oui, comme tu disais tout à l'heure, tu fais les connexions et tu vois ce qui, pour toi, fait sens, en fait. À force d'écouter tous les conseils. Moi, je sais que j'aime beaucoup Cécile Duquesne, j'aime beaucoup l'ICAR et j'aime aussi beaucoup Astrid Sterrin avec son manoir littéraire qui m'a aussi beaucoup apporté. Et j'avoue que chacune a sa méthode, chacune a ses astuces sur les mêmes sujets, mais pas vues de la même façon. Et du coup, comme ça, moi, ça me permet d'avoir une vision à 360 ou quelque chose de très complet. Et je sais que je suis comme toi, j'aime cette méthode où en fait tu peux aller chercher ton info quand t'en as besoin parce que t'as les outils pour le faire. Et que tu te creuses pas la tête à savoir quelle question tu dois poser, comment tu dois la poser pour la trouver sur internet. Je comprends, tout à fait. Et ça c'est parce que aussi, pardon, excuse-moi. Non, c'est t'inquiète. parce que aussi on a appris à se connaître, parce que le truc c'est qu'au départ on ne sait pas forcément ça. Enfin, moi, je sais, j'ai toujours été une princesse, hein, mais pour l'écriture, je l'ai appris au fur et à mesure et j'ai eu de la chance de tomber directement sur la formation l'ICAR, tu vois, et que ça m'a convenu directement. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes, eux, ils ont vraiment besoin du dur et d'aller sur des livres techniques et ce genre de choses, et c'est très bien, quoi. À chacun sa méthode. Voilà, apprenez à vous connaître, essayez de tester à droite à gauche pour voir ce qui vous convient le mieux, en fait. Et ce qui me convient à moi ne sera sûrement pas ce qui va convenir à quelqu'un tout le d'autre. monde, tout à fait. Donc apprendre en fait, faut se connaître, hein. On en revient toujours au même point, hein. Être modéré et se connaître. Voilà, et trouver la méthode qui nous convient à nous. Tout à fait. Si maintenant on voulait savoir ton actualité, où t'en es rendu dans tes écrits, où est-ce qu'on pourrait te chercher ou te trouver d'ailleurs, c'est la même. Alors, les plus courants, je dirais, c'est Instagram avec mon compte m_autrice. Et donc là, c'est là où je poste le plus, où je poste beaucoup de conneries aussi, accessoirement, parce que faut bien un peu de temps en temps. Sinon, j'ai aussi ma page Facebook qui regroupe les principales informations. Donc ça, c'est donc Morgane Pajot sur Facebook. D'accord. Et là, vous aurez vraiment un condensé des informations essentielles. D'accord. Donc sans la partie idiotie en story. Et sinon, comme tous les auteurs, l'endroit le mieux pour nous, c'est la newsletter. Donc j'ai une newsletter qui s'appelle Les mots de mots. D'accord. Voilà. Mots étant un de mes diminutifs depuis très longtemps. Donc voilà, et là c'est l'endroit le plus sûr et certain, parce qu'on sait très bien que Instagram, Facebook, du jour au lendemain, peuvent occulter nos posts, ils peuvent subir des petits problèmes d'algorithme. Donc, c'est vrai. Si on aime quelqu'un, et je parle pas forcément
pour moi, hein, mais de manière générale, si vous aimez vraiment un auteur ou un artiste ou quoi que ce soit, s'il a une newsletter, rejoignez sa newsletter. Parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il se passe un truc et que on perd tous nos followers d'un coup ou que plus personne ne voit nos publications. Je sais que, par exemple, juste pour exemple, pour ceux qui connaissent Maliki, qui est un auteur de BD, oui. il a subi un gros souci avec, je crois, Facebook, où il est devenu complètement invisible. Et alors lui, il avait une énorme page, et donc il a lancé un petit peu en speed sa newsletter parce qu'il n'arrivait plus à toucher ses abonnés, quoi. D'accord. Ouais. C'est vrai que je suis abonnée à leur page. Peut-être, c'est vrai que je les vois beaucoup moins ces derniers temps. Voilà, il y a eu un gros problème. En plus, je crois que c'est intervenu au moment où ils ont lancé une campagne Ulule, il me semble. Je me trompe peut-être, mais c'est intervenu à un moment assez critique et ça a été assez complexe pour lui. D'accord. Les algorithmes, c'est pas vraiment nos amis, en fait, je crois. Mais bon. Voilà. Donc je milite pour que les gens. Je parle pas forcément pour la mienne, mais je parle vraiment de manière générale, quoi. Les newsletters appartenant à la personne qui la gère, c'est vraiment la connexion la plus pérenne, je dirais. D'accord, ça marche, la plus directe. Voilà. On arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu aurais encore quelque chose à partager avec nous ? Ou tu as fait le tour ? Je pense que j'ai suffisamment parlé, beaucoup plus que je ne pensais, mais comme d'habitude, quand je commence, je suis difficile à arrêter. J'espère que je n'ai pas raconté trop de conneries. Je ne vais pas vous trop ennuyer. En tout cas, merci encore de m'avoir reçue. C'était génial. J'étais contente de te recevoir. Vraiment, c'était une super expérience et merci beaucoup. Et la prochaine fois que tu me vois en salon, il faut que je vienne te dire bonjour. Oui. Pas de problème, je note. Je mettrai. Suis pas impressionnante. Hein. Non, mais c'est ma timidité. C'est ma timidité. T'inquiète. J'ai toujours peur de déranger. Donc voilà, c'est moi. C'est mon syndrome à moi. Celui de la personne qui a peur de déranger. Voilà. Je suis comme ça aussi. Beaucoup plus qu'on ne le croit. Mais non, en salon, les auteurs sont là pour parler aux gens. Oui, pour rencontrer du monde. Voilà, donc il y a aucun souci. Bien sûr, après, si vous êtes un groupe et vous restez 15 heures devant la personne, là, ça va poser problème. Et vous empêchez les gens de venir. Mais c'est pas le but, on le sait très bien, on va parler. Et puis si on gêne, on peut aussi se décaler. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et puis s'il y a vraiment trop de monde, je vous dis, excuse-moi, en plus, on se connaît, quoi. Donc je vais dire, attends, excuse-moi, je fais ça, et puis on se revoit dans 2 minutes. J'ai eu le cas avec une personne en salon, elle est arrivée, on s'est croisés au moment, je lui ai dit, attends, une seconde, je dois faire un truc là, et puis après je reviens et je suis à toi, et elle m'a dit, pas de souci, quoi. Enfin, on est humain, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ok. Bon, écoute, la prochaine fois, je mettrai ma timidité de côté. Ça marche, pas de problème. C'est super. Okay. Bon. Eh bien, et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a intéressé, que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci Morgane de t'être prêtée au jeu de l'interview. J'ai lu et apprécié tes 2 nouvelles publiées dans les recueils de promo des anciens de l'Icare, Itinérance et Pour un châle, et j'ai hâte de pouvoir lire ton prochain récit. Pour info, je rappelle que ces 2 recueils ainsi que tous les recueils des anciens de l'Icare, sont gratuits sur Amazon, Kobo ou Google Books. Vous avez le choix. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc retrouver Morgane sur sa page Instagram m-8 autrice, sur sa page Facebook et surtout sa newsletter. Merci à tous, merci Morgane. À très bientôt. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et à très vite pour la suite.